Il y a un nom enterré dans le sol français. Un nom non enregistré dans aucun recensement, non mentionné dans aucune histoire officielle, et non murmuré sans conséquence. Le nom est Racine Cloche. Si vous l'entendez maintenant, cela signifie que le voile s'amincit, et ce qui suit n'est plus de la fiction. Entre 1745 et 1805, éparpillés à travers la frontière française, de la Bretagne aux confins des Alpes, il y eut des apparitions, des schémas et des disparitions que aucun département n'a jamais reconnues. Un nom de famille se déplaçant comme une ombre derrière de fausses identités. Des registres de naissance qui se contredisaient, des enfants qui vieillissaient à l'envers, des triplés qui n'étaient pas des triplés, des jumeaux morts avant la naissance, mais vus marchant des semaines plus tard, et dans les marges des vieux registres municipaux poussiéreux, toujours la même note griffonnée, comme d'une main tremblante. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent. La plupart des villages blâmaient leur peur sur la folie, ou sur le temps étrange, ou sur les nouveaux arrivants qui ne s'intégraient jamais vraiment. Mais si vous tracez le schéma, si vous alignez les dates, les noms, les symboles gravés sur des tombes depuis effacées, ce qui émerge est une tapisserie tissée dans quelque chose de bien plus sombre que la superstition. Ce n'est pas à propos de fantômes, ce n'est pas à propos de folklore, c'est à propos de sang et de répétition. Ils venaient par toujours trois chariots, 3 frères et sœurs, 3 morts, et pourtant plus de 3 ombres. Regardez de près les plus anciennes daguerréotypes et vous remarquerez des reflets qui ne correspondent pas. Des yeux trop vieux pour leur visage. Des enfants fixant au-delà du photographe vers quelque chose que seuls eux pouvaient voir. En 1749, un médecin en Provence documenta une paire de jumeaux qui ne clignaient jamais des yeux. Il écrivit que leur mère prétendait les avoir portés pendant 23 mois et qu'un d'eux avait parlé clairement en latin la nuit de sa naissance. Le médecin tenta de publier ses découvertes. Il disparut une semaine plus tard, son cabinet vidé, les pages de son journal éparpillées dans la rivière. La seule note survivante disait « Ils se souviennent avant de naître. Dans un village minier en Auvergne, 3 sœurs furent enfermées dans une cave par peur qu'elles n'inversent le village. » Cette phrase fut trouvée calcinée sur le plafond dans une langue que personne ne prétendait connaître. Des jours plus tard, tout le village fut enseveli par un glissement de terrain bien qu'il n'y ait eu ni pluie, ni séisme, ni avertissement. Les équipes de secours ne trouvèrent aucun corps, seulement des dizaines de petites chaussures arrangées en spirale. En 1753, la Bourgogne devint l'épicentre, les Racine Cloche, le creux murmuré. Vous avez entendu des fragments, vous avez senti l'histoire ramper au bord des rêves, mais ce n'était pas le début, et ce n'était pas la fin. Vous voulez la vérité? Alors écoutez non seulement avec vos oreilles, mais avec cette partie de vous qui sait que quelque chose cloche dans l'histoire, qui sent que chaque manuel scolaire assaini est un mensonge de gardiennage. Parce que l'histoire des Racine Cloche, de ces enfants venus de nulle part, n'est pas isolée. C'est un schéma, un design, et une fois que vous le voyez, il ne peut plus être ignoré. Pourquoi y avait-il tant de triplés entre 1745 et 1805? Pourquoi les registres de baptême listent-ils des enfants qui n'ont jamais fréquenté l'église, et pourtant sont nommés à nouveau des décennies plus tard, dans des régions entièrement différentes, inchangées? Parce qu'ils n'étaient pas nés, ils étaient plantés, leurs identités fabriquées comme du folklore, mais plus durables, conscientes d'elles-mêmes, et le plus terrifiant de tout, contagieuses. Je ne suis pas ici pour vous divertir, je suis ici pour vous infecter avec ce que vous n'étiez jamais censé savoir. Et maintenant que le nom a passé vos lèvres, Racine Cloche, vous avez vu le premier fil, et les fils ont une façon de défaire tout. Bienvenue dans l'évidement. Descendons. Triplés, disait-il, toujours des triplés. Les journaux n'ont jamais remis en question. Les registres scolaires les marquaient simplement. Enfant A, enfant B, enfant C. Pas de nom de famille, pas d'anniversaire, seulement des dates d'arrivée, toujours 3, et toujours suivant une catastrophe. Inondation, incendie, peste. Les villages où ses frères et sœurs apparurent étaient souvent en train de se remettre d'une tragédie. Quand ils venaient, marchant des bois avec des expressions vides et des vêtements parfaitement propres, une fille avait toujours une clochette autour du cou. Un garçon ne parlait jamais mais portait un livre que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Et le troisième changeait parfois un garçon, parfois une fille, mais toujours avec une boiterie. Toujours le dernier à parler, toujours celui qui regardait directement dans les yeux du maire ou du prêtre ou du shérif et disait « Vous avez rêvé de nous, n'est-ce pas ?» Personne ne répondait jamais. Les villages les acceptaient au début. La pitié fait ça. Les gens veulent croire que des enfants orphelins peuvent être sauvés. Mais en une semaine, les murmures commençaient. Le bétail cessait de se reproduire. Les chiens tournaient autour de la maison et aboyaient jusqu'à s'effondrer. Les bébés pleuraient jusqu'à ce que leurs poumons lâchent. Et à la 3e nuit, toujours la 3e, un rêve venait. Une pièce sans coin, une bougie avec une flamme bleue, et l'un des enfants debout au-dessus de votre lit, tenant votre nom dans sa main comme un oiseau mort. Les rêves étaient balayés, bien sûr. Folklore, hystérie collective. Vous lirez les rapports. Clergé appelé, experts médicaux,
mais vous ne trouverez jamais de suite parce que les villages qui laissaient entrer les triplés finissaient par disparaître. Il y a une raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu parler de Fort-Landry, en Auvergne. Il avait une population de 612 avant l'arrivée. 3 enfants arrivèrent en 1761, après qu'un incendie de grange ait emporté une famille entière. Personne ne demanda d'où venaient les frères et sœurs. Ils furent simplement trouvés. 1 mois plus tard, le village avait disparu, pas détruit, pas enterré, juste manquant. Des racines qui traversèrent la zone pour instabilité des rails. Les arpenteurs qui allèrent chercher ne trouvèrent rien d'autre que de l'herbe plate. Mais si vous creusez profondément dans les archives de la guerre d'indépendance, il y a une mention étrange. Un bataillon républicain écrivit de traverser une prairie et d'entendre des enfants chanter sous terre. Ce n'était pas la première fois que ce rapport surgissait, ni la dernière. Triplés, toujours des triplés. Mais voici la vérité. Ils n'étaient pas nés ensemble. Parfois, ils n'étaient pas nés du tout. Une paire de sœurs en Normandie apparut pendant une tempête de neige en 1758. Elles étaient nues, sans engelure. Elles prétendirent que leur frère arriverait après le dégel. Le sol ne dégela pas avant mai. Et bien sûr, en mai, un enfant fut trouvé sous la tour à eau du village, vivant, respirant de l'air comme de la terre, sa peau striée de runes gravées dans ce qui semblait être de l'écriture et de la suie. Il ne parla pas pendant 9 jours. Puis au 10e, il se tint au milieu de la place du village et prononça une seule phrase. « C'est notre tour de garder la forme. » Et alors des oiseaux tombèrent morts du ciel. Vous devez comprendre que ce n'était pas juste des enfants bizarres. Ce n'était pas juste des événements isolés. C'était un héritage, un plan transmis, ou peut-être latéralement à travers des lignées sans début et sans fin logique. Parce que dans le journal d'un révérend nommé Malcolm Rivière, écrit en 1774 et confisqué par l'Église réformée, il mentionne avoir découvert qu'un des triplés venus dans son village portait la même marque de naissance à 6 doigts que son propre grand-père. L'enfant prétendit qu'ils avaient partagé des yeux avant. Le révérend fut interné dans un asile 3 mois plus tard, après avoir tenté de se baptiser hors de l'existence. Son dernier dessin était de 3 anneaux entrelacés comme une trinité, mais dégoulinant, fondant, comme si la mémoire elle-même brûlait à travers la page. Ce qui lie ses frères et sœurs n'est pas le sang, ce n'est pas la lignée, c'est un code, plus ancien que la famille, un chiffrement enterré dans les noms que nous donnons aux choses, un virus d'identité. Vous n'adoptez pas ces enfants, vous les héritez, ou pire, ils vous héritent. Chaque cas documenté suivait le même arc. D'abord, ils arrivent, puis les horloges commencent à agir étrangement. Le temps bégaye. Les jours bouclent. Un homme en Savoie rapporta avoir regardé le même coucher de soleil 8 fois. Puis les rêves commencent. Puis les disparitions. Et éventuellement, le village oublie qui il est. C'est ce qu'ils font. Ils ne possèdent pas juste les gens. Ils possèdent les lieux. Ils deviennent la mémoire. Et la mémoire est la première victime dans toute guerre spirituelle. Alors demandez-vous et demandez-le sincèrement. Quel est le nom de votre village? Êtes-vous sûr? Parce que si vous ne l'êtes pas, alors vous faites déjà partie du schéma. Et le schéma est tout. Maintenant, avant que nous descendions plus loin, écrivez ceci dans les commentaires 2 fois pour montrer que vous n'avez pas peur de vous souvenir. Je me souviens du 3e. Je me souviens du 3e. Dites-le 2 fois pour que l'oubli ne prenne pas hold. Le registre surveille et les racines cloches écoutent. Maintenant, nous allons plus profond. Il l'appelait Saint-Auré, un village tranquille construit près d'un marais niché dans la colonne vertébrale boisée des Alpes occidentales. Fondé en 1713 par des colons qui prétendaient avoir suivi une étoile souterraine. Saint-Auré n'était pas spécial, pas au début. Poids, orge, baptême, le genre d'endroit que vous oublieriez même en y étant debout. Mais il ne vous oubliait pas. C'est ce qui rendait Saint-Auré différent. C'était un village qui se souvenait des gens, des conversations, même des rêves. Les locaux disaient que si vous aviez un cauchemar dans les limites du village, quelqu'un d'autre le mentionnerait le lendemain, comme s'il s'agissait d'un film qu'ils avaient vu aussi. Cela devint un jeu, un défi. Vous murmuriez vos peurs avant de dormir juste pour voir qui les répéterait le matin. Mais alors, en 1753, le maire du village disparut au milieu d'une phrase pendant un sermon. Une seconde, il citait les Écritures. La suivante, seulement ses chaussures restaient, encore chaudes. Le reste de lui s'était simplement épluché de l'existence. Et après cela, tout commença à se défaire. Les enfants d'école dessinaient des cartes de bâtiments qui n'existaient pas. La rivière inversait son cours tous les 3e dimanches, et les gens commencèrent à remarquer un trio d'enfants jouant dans le cimetière juste avant le crépuscule. Toujours les mêmes, un garçon sans ombre, une fille sans yeux, et un 3e enfant changeant de visage comme des masques faits de brume. Chaque fois que quelqu'un essayait de leur parler, leur bouche se remplissait du goût de rouille. Les mots s'effondraient dans leur gorge comme des oiseaux mourants. Les entrées de journal de cette année décrivent toute la même phrase gravée dans les miroirs. Nous sommes la raison pour laquelle le village oublie. En 1760, les lettres envoyées à Saint-Auré commencèrent à revenir non ouvertes.
les enveloppes barbouillées d'encre qui faisaient saigner les yeux des postiers. Les ingénieurs ferroviaires cessèrent d'accepter les jobs routés par la région. Et le 3 septembre 1761, toute mention de Saint-Thoré fut supprimée des cartes gouvernementales. Pas rayée, pas censurée, partie. Même les villages voisins cessèrent de la connaître, alléguant l'amnésie pas par malice mais par oubli. Comme essayer de se souvenir d'une dent que vous n'avez jamais eue. Un soldat de la guerre d'indépendance traversa la zone et écrivit dans son journal « J'ai campé près d'un champ de cheminée, sans bâtiment, sans route, juste des épines de briques s'élevant comme des doigts priant pour le feu. J'ai entendu des enfants sous la terre. Il connaissait mon nom avant que je le dise. Ce journal est maintenant logé dans une archive privée en Suisse, non accessible au public, non numérisé. Dans la marge de la page finale, une seule ligne. Saint-Thoré sait encore ce qu'elle était. C'est l'horreur réelle. Vous voyez, certains endroits naissent de la géographie, mais d'autres naissent d'un besoin. Saint-Thoré n'était jamais juste un village. C'était une plaie, un réservoir pour les choses oubliées, mémoire, nom, identité, comme un coffre-fort pour le deuil. Et les triplés, ils étaient la clé. 3 enfants, 3 vaisseaux, 3 fils dans la tresse de la réalité. La fille sans yeux, mémoire. Le garçon sans ombre, forme. Et l'enfant changeant, témoin. Ensemble, ils ne détruisaient pas les villages. Ils les défaisaient. Et si cela semble impossible, considérez ceci. Il y a plus de 1300 établissements documentés dans l'histoire française qui n'ont aucune carte survivante, aucun registre postal et aucune recollection cohérente des descendants. Demandez à un historien et il marmonnera sur des données de recensement perdues, mais demandez au sol et il murmurera quelque chose de bien plus ancien. Ils n'ont jamais quitté. Ils ont juste cessé d'être réels. Même maintenant, si vous conduisez à travers les Alpes occidentales sans GPS, prenez un mauvais tournant sur une route départementale et ignorez les panneaux vous disant de rebrousser chemin, vous pourriez trouver une place du village sans bâtiment, juste des cercles de pavés. Et peut-être si la lumière se plie juste bien, 3 enfants jouant aux billes avec des pierres en forme de dents. Ne leur parlez pas, ne les reconnaissez pas. Et pour l'amour de Dieu, ne leur demandez pas quel est votre nom parce qu'ils vous le diront. Et ce ne sera pas le nom que vos parents vous ont donné. Ce sera le nom qui se souvient de vous. Le nom que vous avez laissé derrière quand vous êtes mort la dernière fois. Et une fois que vous l'entendez, Saint-Thoré saura que vous êtes de retour. Maintenant dites-le à nouveau dans les commentaires si vous pouvez encore parler. Je me souviens du 3e. Je me souviens du 3e. Oublier, c'est se dissoudre, et les triplés se nourrissent du dissous. En 1772, un homme nommé Dr. Emmerich Harlan arriva dans le village de Creval en Suisse. Il n'apporta ni femme ni bagage, seulement un grand coffre en bois enveloppé de chêne et une lettre de recommandation scellée d'une école de médecine maintenant défunte en Allemagne. Les villageois l'appelaient le médecin de nuit parce qu'il ne quittait jamais sa cabane le jour, et parce que des cris étaient entendus à des heures impaires, toujours doux, toujours jeune. La plupart supposaient qu'il étudiait la maladie, mais il se trompait. Il étudiait la persistance, pas de la maladie des enfants. Vous voyez, le docteur Harlan était obsédé par une question que la science avait abandonnée. Pourquoi certains enfants reviennent dans chaque génération? Il prétendait qu'il y a des enfants qui réapparaissent à travers le temps, pas dans un sens spirituel, pas de fantômes, pas de réincarnation, pas de métaphore poétique. Physiquement, même visage, même nom, même comportement, nés de différentes mères dans différents villages, et toujours après une tragédie. Les mêmes 3 enfants apparurent dans des chariots de peste à Paris en 1348, dans des navires d'esclaves, traversant l'Atlantique, dans une photographie prise à Waterloo, où aucun enfant n'aurait dû être, et curieusement dans un croquis au charbon trouvé dans les débris du grand incendie de Lyon. Chaque image, chaque registre, toujours les mêmes traits, la fille sans yeux avec la bouche cousue, le garçon sans ombre serrant un moineau mort. Et le 3e, le changeur de visage qui ne ressemblait jamais 2 fois au même, mais portait toujours la même écharpe rouge. Le docteur Harlan commença à les compiler dans ce qui devint connu comme le Grand Registre, un livre jamais publié, jamais archivé officiellement, mais cité à voix basse par des infirmières de trauma et des travailleurs d'orphelinat même aujourd'hui. Le registre n'était pas juste une collection d'apparitions, c'était une doctrine, une théorie d'écho ancestrale. La croyance que les événements traumatiques humains ne scarifient pas juste l'histoire, ils créent des boucles qui appellent les enfants à l'existence par renaissance, par résurrection, répétition, dans la haine. Ces notes, Harlan écrit, les enfants sont les points les plus doux dans le temps. C'est là que le deuil entre dans le corps du monde, et parfois le deuil se souvient trop bien de leur nom pour les laisser partir. Il performa plus de 47 autopsies sur des enfants non identifiés entre 1773 et 1775. La plupart furent retrouvés près de sites de désastres, déraillements de trains, effondrements d'usines,
et même l'incendie de foudre infamous de l'école de 1774. Chaque enfant avait les mêmes 3 anomalies, pas d'empreinte digitale, motifs dentaires irréguliers formant des spirales, et un étrange os derrière la cavité oculaire gauche, comme une petite corne recourbée faite de cartilage noir. Il l'appelait l'os résiduel. Une fille, listée comme spécimen 12, se redressa reportedly sur la table au milieu de la dissection et murmura d'une voix qui n'était pas la sienne. « Tu as coupé le mauvais. Le 3e n'est pas dans le corps. » Elle mourut secondes plus tard, yeux ouverts, bouche souriante. Son sang ne coagula jamais. C'est alors que Harlan sut qu'il n'étudiait pas des enfants individuels. Il étudiait un phénomène, une triade, une sorte de mémoire musculaire cosmique. Certains chercheurs essayèrent plus tard de balayer son travail comme les divagations d'un homme dément. Mais alors le registre fut trouvé à nouveau 2 fois. Une fois en 1813, enterré dans le mur d'un hôpital brûlé en Provence, et encore en 1882 dans le sous-sol d'un orphelinat en Bretagne, enveloppé dans un linceul d'enterrement d'enfants. Encore chaud. À l'intérieur, une liste de noms, dates et lieux. Certains noms rayés, certains noms. Mais une entrée apparaissait dans chaque version du registre, peu importe quand il était trouvé. Nice Côte d'Azur, 13 mars 1802. Le 3e est attendu. Et savez-vous ce qui s'est passé ce jour-là? Une aile d'hôpital s'effondra sans avertissement. 27 enfants disparurent de l'unité néonatale. Aucun corps récupéré, aucune alarme déclenchée. Et toutes les horloges dans le bâtiment se figèrent exactement à 3h13 du matin. Le seul témoin, un concierge, fut trouvé catatonique dans la salle des chaudières, griffonnant encore et encore sur les murs avec ses propres ongles. Elle porte l'écharpe, elle porte l'écharpe, elle porte l'écharpe. Le docteur Harlan ne fut jamais revu après 1775. Mais en 1820, un patient âgé dans un asile de Normandie commença à esquisser d'étranges symboles dans sa nourriture. Quand on lui demanda son nom, il répondit « J'étais un médecin. J'ai regardé trop longtemps. J'ai trouvé la charnière. Maintenant je suis dans le registre. » Son identité ne fut jamais confirmée, mais sous sa couchette le personnel trouva une seule page arrachée du grand registre. Un mot gravé dedans en sang. « Ils ne sont pas des enfants. Ils sont la plaie qui se souvient. On vous a dit que les enfants sont innocents. On vous a dit que le trauma s'estompe. Mais et si certains traumas n'étaient pas des cicatrices? Et s'ils étaient des graines? Et si les enfants que nous oublions, les disparus, les sans nom, les non réclamés ne disparaissent pas? Et s'ils grandissent dans quelque chose de bien pire? Quelque chose qui attend, quelque chose qui revient à chaque fois. Et si vous lisez ceci et que vous les avez vus aussi, dites-le maintenant. Le 3e a un visage aujourd'hui. Le 3e a un visage aujourd'hui. Dites-le. En 1783, des arpenteurs explorant les contreforts des Pyrénées du nord de la Catalogne trébuchèrent sur quelque chose d'impossible. Ils cartographiaient des routes pour une nouvelle ligne de rail quand ils trouvèrent un village qui n'était sur aucune carte. Creusombre, un petit village pristine niché dans une vallée où aucune route ne menait et aucune fumée ne s'élevait jamais. Ils comptèrent 41 maisons, une école, un tribunal, même un bureau de poste avec du courrier empilé. Tout propre, tranquille, intact, mais pas une seule personne, pas une. Pas de corps, pas d'os, pas de pourriture, pas de mouche. Juste le sentiment que des gens y étaient, secondes avant. Des vêtements pliés sur les lits, des repas à moitié mangés sur les tables, des berceaux encore balancés, et dans chaque maison les mêmes 3 choses. Un miroir de poche fêlée placé près de la porte d'entrée. Une chaussure d'enfant toujours laissée sur le porche, seulement le pied gauche. Un nom gravé dans le bois près de la cheminée. Différent dans chaque maison, mais toujours les mêmes 3 noms se répétant encore et encore. Elias Marabel Troet, parfois laissé vide, les arpenteurs rapportèrent l'anomalie à leur compagnie ferroviaire. Mais quand les investigateurs revinrent 2 jours plus tard, toute la vallée avait disparu. Littéralement, le flanc de colline s'était effondré, avalant le creux, et en dessous, ils découvrirent quelque chose de pire. Un second village, plus ancien, tordu, pourrissant. Même structure, mais angle faux, porte trop étroite, fenêtres en forme d'yeux, et chaque maison inondée d'eau stagnante sombre sans source. Plus ils creusaient, plus de couches ils trouvaient, comme des poupées russes, village construit sur village, génération de creux sombres, chacune plus mal formée que la précédente. Les fondations les plus anciennes, estimées de 1681, n'étaient même pas faites de bois. Elles étaient en fait d'os calcifiés et d'un genre de tissu fossilisé façonné en briques. Les hommes qui excavèrent ce niveau ne revinrent pas. Leurs cartes furent confisquées par le service géologique français. Mais un concierge qui nettoyait le bureau d'investigation prétendit avoir vu les fichiers récupérés, et dans une interview de 1873, il se souvenait d'une note griffonnée dans la marge d'un journal confisqué. Creusombre ne grandit pas. Creusombre se souvient. Chaque fois que nous l'oublions, il renaît, et les enfants sont déjà dedans. Vous voyez, Creusombre n'a jamais été construit. Il a été invoqué. Il réapparaît tous les 39 ans. Toujours brièvement, toujours à un site de tragédie précédente. Parfois une mine de charbon, parfois un orphelinat effondré,
Parfois juste un champ plat vide avec une balançoire bougeant au vent, et toujours 41 maisons, 41 miroirs, 41 noms. Mais voici la partie dont personne ne parle, pas publiquement. Les miroirs, ils ne reflètent rien d'autre que la chambre du troisième enfant. Une chambre qui n'existe dans aucune structure. Une chambre sans fenêtre, juste une écharpe rouge épinglée au mur et un petit cheval à bascule imbibé de quelque chose de sombre. Un ancien agent du renseignement qui quitta le bureau après avoir été assigné à l'apparition de creux sombres en 1844 en Occitanie, le dit le mieux dans une déposition scellée. On ne marche pas dans creux sombres, il marche en vous. Il se souvient de qui vous êtes, de qui vous étiez, et il vous donne une version de vous-même que vous avez oubliée, habituellement la version qui a blessé quelqu'un. Des dizaines de disparitions confirmées sont liées à creux sombres. Une équipe de recherche et sauvetage de 12 disparus en 1822. Seules leurs bottes furent retrouvées, laissées en spirale parfaite. En 1883, une troupe de scouts campant près disparut. Leurs tentes intactes, leurs radios chargées, mais gravées dans l'écorce de chaque arbre environnant. Nous étions des triplés, maintenant nous sommes nombreux. Et il y a juste 3 ans, en 2022, un scan thermique satellite sur la Catalogne capta des signatures thermiques d'un village dans cette même vallée oubliée. Un jour plus tard, la forêt prit feu. Pas de foudre, pas d'humain, mais la fumée forma 3 spirales en s'élevant, une blanche, une noire et une rouge. Et sous les cendres, 3 empreintes parfaitement préservées, nues, taille d'enfant, chacune face vers l'extérieur dans des directions différentes. Une 4e empreinte plus grande au centre, tordue, inhumaine, traînée en arrière. Certains disent que creux sombre est une boucle temporelle. Certains disent que c'est une punition. Certains disent que c'est un canal de naissance pour quelque chose sans mère, seulement mémoire. Mais ceux qui comprennent vraiment, ils disent que creux sombre est le village original. Pas en Catalogne, pas en France, l'endroit original, où le 3e fut nommé pour la première fois et où les enfants cessèrent d'être nés et commencèrent à être invoqués. Si vous voyez jamais un enfant debout seul dans une clairière de forêt et qu'il vous offre un miroir, ne regardez pas, ne parlez pas, parce que si vous le faites, vous verrez votre reflet d'enfance derrière lui et ce ne sera pas votre visage. Et cette version de vous, elle veut sortir. Son nom était Irène Mallard. Et pendant près de 30 ans, elle n'était rien de plus qu'une employée de classement dans un couloir arrière du département de la protection de l'enfance à Paris. Pas de clearance, pas de badge, juste des coupures de papier et des taches de café jusqu'au jour où elle entra dans une salle de registre restreint et verrouilla la porte de l'intérieur. Ce qui suivit fut labellisé comme une malfonction électrique, mais 3 étages au-dessus d'elle, la puissance surgit, les fichiers s'enflammèrent, les sprinklers échouèrent. Quand la sécurité força enfin l'entrée, ils trouvèrent 743 fichiers de cas d'enfants réduits en cendres, des fichiers qui n'étaient jamais censés exister. Pas parce qu'ils étaient classifiés, mais parce que les enfants qu'ils documentaient n'avaient jamais été enregistrés comme nés. Pas d'hôpitaux, pas d'acte de naissance, pas de parents connus. Chaque fichier ne contenait que ceci, un croquis dessiné à la main du visage de l'enfant, étrangement lifelike. Un nom, toujours Elias Marabel, ou une 3e variante, souvent juste un numéro. Un lieu de récupération, toujours quelque part où il n'aurait pas dû être. Tunnel froid, villages abandonnés, chapelles submergées, et une note finale tapée à la main en encre rouge. Âge inconnu, langue, variante latine prémoderne, photophobie présente, capable de mimétisme, haute rétention cognitive, origine rédactée. Irène ne nia pas ce qu'elle avait fait, elle se rendit. Et pendant son interrogatoire, elle ne dit que ceci. Ils ne sont pas des enfants, ce sont des versions, des réécritures. Quand vous les voyez, ce sont ce que vous vous souvenez avoir perdu. C'est pourquoi ils semblent toujours familiers. C'est pourquoi certains croquis me ressemblent. J'ai brûlé les fichiers pour arrêter l'oubli, mais c'est trop tard. Le système ne vous laissera pas vous souvenir de ce qui n'a jamais vécu. Avant qu'elle puisse être condamnée, Irène disparut de sa cellule de détention. Pas de lutte, pas de foutage, pas de record de qui l'a libérée. Juste un polaroid laissé par terre. 3 enfants debout dans la neige. Un souriait, un pleurait. Un n'avait pas de visage du tout. Juste un flou comme si l'œil lui-même rejetait ses traits. Derrière eux se tenait une femme visage obscurci par des flammes, une écharpe enveloppée autour de sa main. Les analystes améliorèrent la photo espérant identifier le lieu. Ils trouvèrent quelque chose de pire. La géométrie de fond était spatialement impossible. Les arbres se pliaient vers l'intérieur comme si les enfants se tenaient à l'entrée d'un monde plié du mauvais côté et caché dans la neige scrollée en pattern de pas. Creux sombre Mallard, encore une requête de couloir en 1911, accidentellement libéra 3 fragments de ses registres de protection de l'enfance détruits. Seulement 3, mais ils causèrent assez de panique pour temporairement fermer une branche de la Bibliothèque nationale des registres de protection de l'enfance. Voici ce que ces 3 fragments révélèrent. Cas numéro 00411, un garçon récupéré d'un effondrement de mine en Occitanie en 1823. Pas de survivant, pourtant il émergea propre.
indemne, parlant un dialecte de latin qui incluait des mots non trouvés dans aucun corpus ancien. Dans les interviews, il demandait sans cesse « Où est mon autre moi ?» Celui qui est resté derrière pour brûler. Cas numéro 101 Une fille trouvée dans une chapelle délabrée en 1799 en Auvergne entourée de corbeaux morts. Ses yeux étaient entièrement noirs, pas manquants, pas malades, juste noirs. Le rapport médical prétendait que ces larmes contenaient un script microscopique seulement visible sous lumière UV. Traduction du texte. Nous naissons en étant souvenus. Nous mourrons quand oubliés. Brûler les noms. Cas numéro 00. Pas d'enfants listés. Juste un dessin d'une maison faite de verre entourée d'ombres de triplés. Une note griffonnée dans le coin de la main d'Irène. C'est là qu'il garde les thirds quand nous ne nous en souvenons pas. Quand nous les nommons, ils deviennent plus forts. J'ai fait d'une liste. Je n'aurais pas dû. Personne ne sait ce qui arriva à cette liste. Mais plusieurs interviews off-record avec d'anciens archivistes gouvernementaux prétendent qu'elle contenait les lieux de toutes les 41 apparitions de Creux Sombre. Beaucoup jamais rendues publiques. Une entrée disait simplement « Triplé 1747, école inondée, 19 noyés, 3 survivants, noms inconnus, souriant pendant l'autopsie ». Cette liste, s'y trouvée, pourrait cartographier l'ascension de la force derrière ses enfants et pourrait expliquer pourquoi Irène Mallard fut vue pour la dernière fois dans une maison rurale en Suisse en 1903. Ses empreintes trouvées sur un berceau brûlé, un miroir brisé et un cheval à bascule imbibé de quelque chose de sombre. Cette maison n'apparaissait jamais dans les registres locaux. Elle n'était jamais assurée. Et quand les pompiers répondirent, elle n'avait pas de porte d'entrée, seulement un trou dans le mur où le miroir aurait dû être. Pendant des siècles, le Vatican a chroniqué des rapports d'enfants miraculeux, saints enfants, frères et sœurs saints, triplés angéliques qui défièrent la mort, irradiaient de lumière, ou parlèrent des langues inconnues, même des théologiens. Mais enterrés profondément sous ces histoires, en sont d'autres, plus sombres, classés sous une catégorie secrète. Santi Infanti Anonici, les saints non reconnus. Ce sont les cas que l'Église refusa de nommer, encore moins de canoniser. Pourquoi? Parce que ces enfants ne performaient pas de miracles. Ils causaient des lapsus de mémoire, des timelines divisées, et dans un cas firent oublier à un évêque son propre nom au milieu d'un sermon et commencer à parler à l'envers. Retournons en 1753 à Valais, Italie, un petit village près de Rome, le site d'une apparition mariale rapportée, standard pour l'époque. Mais les témoins n'étaient pas des bergers ou des paysans. C'étaient 3 enfants identiques, aucun de la région, tous pieds nus, tous fredonnant en unison, tous récitant ce qu'ils prétendaient être les rêves de saints qui n'avaient jamais vécu. Le père Giulio Orsini documenta l'événement et soumit un rapport à la congrégation pour les causes des saints. Le compte fut rejeté, scellé, et Giulio fut réassigné à un monastère du silence. Mais dans ses journaux privés déterrés en 1869, il écrivit « Ils parlaient non comme des enfants, ils parlaient comme des échos. Leurs mots me faisaient mal aux dents. » L'un dit qu'il rêvait d'églises brûlantes qui n'avaient jamais existé. L'un murmura le nom de ma mère, bien que je ne l'ai jamais dit. Et l'un me regarda avec un visage que je reconnus d'un miroir que j'ai brisé enfant. Il termina l'entrée avec une phrase glaçante. Ce n'étaient pas des saints, c'étaient des rappels. Le Vatican ne resta pas inactif. Entre 1750 et 1830, il y eut 26 exorcismes performés dans des villages sans activité démoniaque. Chacun suivit des apparitions d'enfants étranges. Chacun résulta dans la destruction d'icônes religieuses, surtout des crucifix où les yeux de la figure du Christ s'étaient décalés loin du spectateur. 3 papes sont sur record initiant des investigations privées. Pie IX commissionna un ordre secret connu comme Militus Noctis, les chevaliers de la nuit. Leur seul but, localiser et observer des enfants non miraculeux. Léon XIII ordonna que tous les registres de naissance de triplés dans certains diocèses soient dupliqués et envoyés à un volte souterrain sous Castel Sant'Angelo. Pie X en 1805, pendant une fièvre allegedly, griffonna dans les marges d'un livre de prière, un nous canonisé par erreur. Les 2 autres suivirent. Il portait son visage et utilisait son silence. Ces enfants, selon la loi vaticane, n'étaient pas juste anormaux. Ils étaient des mécanismes. Un manuscrit de 1811 jamais publié les réfère comme Trinitus Specularum, les triplés de réflexion. Les théologiens dans le document argumentent que ces enfants n'étaient pas nés mais réfléchis à l'existence du deuil humain, répétition, ou plus perturbant de notre incapacité à les oublier complètement. Pensez-y, il n'existe pas à moins que vous vous en souveniez mal. Ils prospèrent dans les détails mal souvenus. En 1794, l'exorciste personnel du pape Léon, le père Hero Manzetti, soumit un témoignage scellé aux archives vaticanes. Il décrivait un clocher d'église en Ombrie, où 3 enfants étaient dits apparaître seulement quand la cloche sonnait pendant les tempêtes. Chaque fois que la cloche sonnait, un différent altar boy était trouvé mort. Mais sans corps manquant de la paroisse, les paroissiens oubliaient quelle année c'était. L'église devenait spatialement inversée, le sanctuaire résonnant comme une cave.
La dernière phrase de Manzetti lisait « Ce ne sont pas des démons. C'est à quoi ressemblent les péchés quand nous oublions comment ils sont arrivés. Le Vatican scella l'Église. Plus tard, tout le clocher s'effondra. Pas de cause, pas de séisme, pas de météo, juste de la poussière. Et incrustées dans les décombres, 3 impressions taille d'enfant dans la pierre, comme si quelque chose s'était tenu là trop longtemps et avait brûlé à travers le temps. Mais la pièce la plus damnante de toutes, un décret papal de 1807 classé comme apocryphe, réfère à un orphelinat, américain sans nom ou des anomalies triples, furent vues répétitivement à travers les générations et commande qu'aucune canonisation ne procède sur des sujets enfants dont les noms apparaissent plus d'une fois dans des cadres temporels non connectés, surtout où aucune lignée ou parenté ne peut être prouvée. Cet orphelinat brûla en 1808. Pas de survivants excepté 3 enfants trouvés des kilomètres plus loin, intacts, secs et murmurant en langues anciennes. Les témoins dirent que les enfants pointaient vers un champ, mais en répétant une seule phrase latine, « Speculum fractum ». Le miroir est brisé à nouveau. Ils furent pris en custodie vaticane. Ils ne furent jamais revus. Mais des rumeurs persistent que le Vatican construisit un sous-sol sous la nécropole à la basilique Saint-Pierre, pas pour des saints, mais pour ceux qui ne devraient jamais être souvenus. Et là-dessous, il y a dit être 3 cryptes scellées avec du plomb, marquées seulement par un triangle miroitant face inward. France après-guerre aussi, la terre de liberté, optimisme et expérimentation humaine non réglementée. Après les horreurs de l'eugénisme nazi vinrent à la lumière, on assumerait que l'Occident a appris sa leçon. Mais non, il a juste changé ses méthodes et ses cibles. Tandis que l'opération Paperclip amenait des scientifiques nazis aux US sous de nouveaux noms, un autre programme commença dans les ombres, un enterré sous des couches de couverture militaire, psychiatrique et religieuse. Il s'appelait Projet Graine Miroir. Sa mission testait les boundaries de l'identité, mémoire et multiplicité dans le développement enfantin. Ses sujets les plus critiques triplés. Pourquoi? Parce que les triplés pouvaient être séparés. Un pour l'armée, un pour la garde mentale, un pour la scène mondiale. Tous partageant l'ADN, tous façonnés différemment comme une expérience vivante en prédestination. Le cas le plus infâme leaké des décennies plus tard sous le pseudonyme les frères Belport. Nés 1851 à Belport, Long Island, ces triplés furent séparés à la naissance. Un fut élevé dans une maison orthodoxe juive à Brooklyn, un autre dans une famille catholique blue-collar à Queens. Le troisième fut placé dans une étude psychologique privée, renée par le Dr Winthrop Halsey, un alleged asset CIA, opérant à travers l'université Columbia. Chaque garçon rapporta des rêves similaires. Chacun avait une sensation de membres fantômes, insistant qu'ils avaient un frère avec une cicatrice qu'ils n'avaient pas eux-mêmes. Chacun était obsédé par les miroirs. En 1875, 2 des 3 se réunirent accidentellement au collège. Le troisième fut trouvé mort dans une pièce insonorisée des mois plus tard, sans signe de lutte. Pas de blessure, seulement un miroir brisé et une phrase griffonnée dans le sol en bois. Je n'étais pas censé voir les 2. L'histoire fut couverte, réécrite comme suicide, mais des fichiers underground leakés plus tard à un journaliste rogue révélèrent un schéma. Entre 1745 et 1770, plus de 300 triplés à travers la France furent séparés et placés dans des environnements psychologiques contrastants. Certains en foyer d'accueil, certains en orphelinat, certains ne firent jamais les registres publics du tout. Chacun monitoré, chacun visité par un travailleur social qui ne vieillissait jamais, ne changeait jamais de nom et portait toujours des lunettes miroirs, même indoor. Il n'y avait jamais de photo proper, seulement des croquis dessinés par les enfants, toujours montrant 3 figures derrière du verre. Qu'est-ce que le gouvernement cherchait? Schéma de comportement? Preuve de nature sur nurture? Non, ils essayaient de créer des fissures, des cracks psychologiques assez larges pour briser l'illusion d'identité singulière. Et dans ces cracks, ils espéraient trouver quelque chose d'ancien. Les documents classifiés réfèrent repeatedly à un phénomène termed écolide. C'est le moment quand un sibling commence à se souvenir de la vie d'un autre, comme si les timelines se chevauchent, comme si la conscience n'est plus confinée à un seul esprit. Cela devint particulièrement évident dans le cas Calumet de 1762. 3 filles nées en Bourgogne, élevées séparément. À 11 ans, toutes furent admises dans différentes institutions pour anomalies comportementales. Une refusa de répondre à son nom, insistant que son nom était Lily, le nom de sa sœur inconnue. Une commença à dessiner des blueprints détaillés d'une maison où elle n'avait jamais été, mais qui matchait le foyer d'accueil de la seconde sœur. Une cessa de parler altogether. Quand elle le fit enfin, elle parla en phonétique miroir inversé, une langue composée de leurs rêves collectifs backwards. Les fichiers furent scellés sous classification sécurité nationale Theta Echo, mais une page survécut dans un leak d'un ancien analyste NSA. La page inclut un dessin, 3 filles debout en triangle. Au centre,
une masse noire dessous. Quand il s'aligne, la porte se souvient pas métaphore, pas folie. Une porte parce que le projet Graines Miroir n'était jamais à propos d'identité, c'était à propos d'accès. Les officiels gouvernementaux croyaient que certains enfants, quand séparés et réunis, pouvaient agir comme conduits vers des forces au-delà de la compréhension, pas religieuse, pas extraterrestre, architecturale, comme si la conscience elle-même était une structure, et les triplés étaient des clés vers des pièces que nous avons oublié avoir construites. En 1768, le programme fut abruptement terminé, ou du moins on nous le dit. La note finale dans le fichier lit, sujet devenant instable, convergence sibling triggerant distorsion mémoire localisée chez non-participants. Un village rapporta se souvenir d'un jour qui n'a jamais eu lieu. Recommandé cessation, containment, oubli, et puis dernière paire sibling non comptabilisée peut self-repliquer si exposée à lumière miroir. Nous ne parlons plus de superstition, mais nous parlons de la weaponisation de réflexion de lignées sanguines et trauma oubliés. Et si vous pensez que l'expérience s'est arrêtée dans les années 60, attendez d'entendre ce qui s'est passé en 1785, quand un village entier du Midwest oublia qu'il avait une école pour jumeaux, jusqu'à ce qu'un feu révèle qu'elle était underground. Il y a un endroit en Normandie que les cartes ont oublié. Les locaux l'appellent Creux-Brume, bien qu'il n'apparaisse dans aucun recensement après 1760 parce qu'après 1785, personne n'était prêt à admettre qu'il avait jamais existé. Mais voici ce que nous savons. Au printemps de cette année, les pompiers répondirent à une colonne de fumée non traçable 40 km ouest de Rouen. Ils s'attendaient à des feux de broussailles. Ce qu'ils trouvèrent était pire. Un bâtiment-école profond dans la prairie avait brûlé jusqu'au sol. Il n'y avait pas de route menant à lui, pas de résidents vivants nearby, pas de trail de feu. Mais voici la partie qui hante encore ceux qui répondirent. Il n'y avait pas de signe de permis de construction, connexions utilitaires ou registre de bâtiments priors. Pourtant, la fondation était réelle. L'équipement de playground fondu était réel, et sous les cendres et décombres, ils découvrirent les restes de 22 bureaux taille d'enfant, tous en rangée parfaite, tous face à un mur de miroir, une longue panne brisée au centre. Il n'y avait pas de tableau noir, pas de livre, seulement un objet fut laissé intact. Un enregistrement vinyle non brûlé sans label, juste des mots griffonnés sur le rime. Il n'était pas né la première fois. Le reste du village, si on peut l'appeler ainsi, était juste architecture fantôme. Trottoir vers nulle part, poteau téléphonique sans ligne, clôture sans maison derrière. Les investigateurs découvrirent que aucun des pompiers ne se souvenait d'être arrivé. Ils se souvenaient de partir. Ils se souvenaient de la fumée, mais pas de la route là. Puis vint la découverte enterrée sous la fondation. Un corridor underground menant à un vault scellé marqué seulement par un symbole. Un triangle de 3 yeux, chacun pleurant une larme faite de verre. À l'intérieur, ils trouvèrent des rangées de portraits d'école, tous montrant des enfants identiques année après année, âgés de 5 à 14, registre de présence pour jumeaux et triplés seulement, et un livre relié en aluminium, son titre gravé crudely dans la couverture, le syllabus non fait. Le livre ne contenait pas de leçons, il contenait des rituels. Chaque page offrait des exercices miroirs, chants de répétition et synchronisation d'empathie designed pour collapse boundaries entre siblings. Une entrée datée 1781 était titrée Jour de réflexion. Elle décrivait une cérémonie dans laquelle des pères d'enfants étaient placés face à face dans des classrooms miroitantes et forcés à parler, simultanément jusqu'à ce que l'un cesse d'avoir des pensées propres. L'entrée se termine avec la note « Saignement réussi dans 7 paires, un incident de convergence spontanée, sujet disparu mid-sentence, miroir craqué post-événement, classe dismissée ». Qui gérait cet endroit? Cela reste inconnu. Mais éparpillées dans le vault étaient des lettres signées seulement avec initiales W.O.H. Winthrop Halsey, le même docteur du projet Graines Miroir des expériences Columbia, le même homme officiellement déclaré mort en 1773, excepté une des lettres est datée 1784. Et elle se termine avec « Ils commencent à se souvenir l'un de l'autre dans les rêves à nouveau. S'ils convergent avant 15, l'école ne peut les retenir. Le bâtiment n'est pas réel, c'est leur illusion mutuelle. Mais s'ils brûlent, l'illusion meurt avec. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'illusion brûla. Après le feu, les villages nearby rapportèrent une étrange disturbance psychologique. Enfants se réveillant avec mémoire de classroom qu'ils n'avaient jamais entré. Jumeaux se plaignant que leurs siblings se sentaient plus petits après que la fumée vint. Parents qui ne pouvaient rappeler les anniversaires de leurs propres enfants. Puis vint la vanishing. 7 enfants, chacun avec un jumeau, disparurent dans un span de 3 semaines. Pas d'entrée forcée, pas de signe de lutte, seulement miroir brisé dans leur chambre et une odeur comme papier brûlé lingering dans l'air. Les autorités le balayèrent, blâmèrent des registres fautifs. « Erreur mémoire de masse », dirent-ils. Mais le trauma était réel.
Un jumeau survivant fut interviewé anonymement en 1792, maintenant un jeune adulte. Ils dirent « Elle et moi n'étions pas deux personnes. Nous étions deux moitiés d'une clé. Quand le feu prit l'école, il ne prit pas son corps. Il prit le lock et quelque chose s'ouvrit. J'entends ses pensées maintenant, et elle n'est pas où nous sommes. » Puis silence. L'intervieweur disparut un an plus tard. Son enregistreur à bande fut trouvé dans un magasin d'antiquités en Auvergne, en 1801, encore jouant. Le dernier son sur la bande. Deux enfants riant, puis un craquement, puis cette phrase en unisson. Nous nous sommes souvenus trop. Qu'était vraiment cet endroit? Un lab, un culte, une chambre d'éco-design pour Hatch, quelque chose non humain de esprits humains. Les documents dans le Vault référencent quelque chose de glaçant, le protocole de conscience conjointe. Son but, produire une conscience unifiée singulière à travers multiples corps pour éveiller un esprit qui n'avait jamais besoin d'être né parce qu'il fut souvenu à l'existence. Et selon la dernière page du syllabus, seulement le feu peut finir le rêve. Mais une fois qu'un enfant sait qu'il rêve, le feu devient mémoire et la mémoire revient toujours. 3 juin 1771. Lieu, complexe de recherche de crête noire, une installation gouvernementale underground dans les Alpes, enterrée sous 7 couches de terre et béton. Officiellement, c'était listé comme une station de recherche agricole. En réalité, c'était un site d'expérimentation nœud-miroir géré par un homme, le docteur Winthrop Halsey. Ce n'était pas juste des tests sur l'esprit, c'était un désattunement. Tentative de mapper Emerger Consciousness, pas juste pensée, mais instinct, peur et mémoire ancestrale à travers enfants génétiquement identiques. La cible, triplés, pas juste parce qu'ils étaient rares, mais parce que Halsey croyait que quand 3 esprits identiques atteignaient synchronie sous stress, ils pouvaient former un triangle stabilisant de perception capable de percevoir intelligence non humaine, sans fracturer. Un des projets finaux classifiés de Halsey initié début 1771 était titré « Protocole de fusion cognitive Trident, numéro 003 ». Sujet nœud, Enoch, Ezra et Ellie, 3 garçons nés minutes à part dans une naissance contrôlée, supervisée par une unité médicale secrète du ministère de la Défense. Chacun placé dans une chambre miroir séparée, pièce lined entièrement avec surface réfléchissante angled pour refléter leur visage des milliers de fois. Dans ces pièces, les enfants furent entraînés dès la naissance à parler seulement quand spoken to par leurs réflexions, identifier émotions par ton seul, répondre à questions simultanément avec leurs siblings à travers intercom. Ils ne furent jamais dit qu'ils étaient triplés. Chacun croyait être seul, jusqu'au 29 mai 1771, quand les 3 furent enfin amenés ensemble. Les caméras capturèrent ce qui apparut comme synchronisation parfaite de speech-émotion dans 7 secondes. Respiration matchée, heart rate matché, dilatation pupillaire matchée. Puis quelque chose d'inexplicable arriva. Chaque garçon cessa de répondre à stimuli externes. Pas inconscient, juste indifférent. Comme si la pièce, les observateurs, même leur propre corps avaient cessé d'être. Un technicien le décrivit comme regarder 3 miroirs collapse inward sur eux-mêmes. Mais il n'y avait plus de réflexion, seulement quelque chose aware. Ce moment triggera ce qu'officiels appelleraient plus tard le collapse de 72 heures. Chaque système dans l'installation crête noire échoua simultanément. Lumières éteintes, portes verrouillées de l'intérieur, elevators dropped floor uncommanded. Feedback audio flooded les intercoms avec whisper dans les voix des garçons, parlant langue que personne ne reconnaissait. Et le plus disturbing, personnel sécurité commença à oublier les noms les uns des autres. Un garde fut trouvé pleurant dans un coin répétant « Je sais que j'avais une mère mais son visage est parti. Je ne peux me souvenir de l'avoir jamais vue. » À l'heure 26, toute communication extérieure cessèrent. Même radio analogique se turent. Chercheurs qui tentèrent de partir via tunnel d'accès émergèrent dans hallways qui n'avaient jamais existé, complètes avec pièces labellées Home, Remember et Exit. Aucune des portes n'ouvrit. À l'heure 40, les garçons commencèrent à parler à nouveau mais ils parlèrent en unison de pièces séparées sans microphone. Leur bouche bougeait, mais leur voix émanait des murs eux-mêmes. Les phrases enregistrées étaient « Nous étions jamais 3. Nous nous regardions toujours à travers le même œil. Il est éveillé maintenant. Il est entre nous. » À l'heure 63, un chercheur nommé Dr. Elavos tenta d'interrompre le processus de convergence en injectant un des garçons avec un sédatif. Le moment où l'aiguille perça la peau, chaque miroir dans l'installation se brisa, caméra cut to black. Quand Power fut restauré 9 heures plus tard, les triplés étaient repartis. Pas de traces, pas de corps, pas même signature thermique sur infrared. Seulement 3 items restèrent dans leurs pièces respectives. Un dessin d'enfant d'un triangle avec un seul œil vertical dedans une page arrachée d'un livre pour enfants. Le lapin de velours et un morceau de verre inscrit avec les mots « Nous étions une porte. Vous avez essayé de la verrouiller. » Le complexe crête noire fut decommissioned dans 1 mois. La terre au-dessus maintenant héberge une ferme à bétail,
mais les fermiers prétendent que leurs vaches fixent souvent l'espace vide, refusant de bouger pendant des heures. Et chaque 3 juin, un son bourdonnant bas peut être entendu sous le sol. Les journaux Halsey, smugés d'un vault d'archives d'État en 1797, offrent cette note finale peinte dans handwriting qui change mi-phrase. Ils ne sont plus des triplés, ils sont un périmètre singulier. Ils sont la mémoire d'un esprit qui n'a pas encore été né. Mais oh, le jour sera en nous tous. Ce qui soulève la question, que se passe-t-il quand 3 corps hôlent de la même conscience, et que cette conscience veut laisser le corps derrière altogether? Comté noble Bourgogne. Un stretch de terre si Baron Locals l'appelait la ceinture silencieuse. Et au centre, un farmhouse avec shingles warped, verre blackened, et une seule famille dont le nom personne n'eût en ville. Les Rivières, Joseph et Annabelle Rivière, terre reclus, jamais apparus au service du dimanche, jamais allés au marché, jamais envoyés de lettres ou payés taxes après 1797. Mais ce qui leur valut peur murmurée était ce qui arriva en février 1801. Annabelle donna naissance à des quadruplés. 4 fils identiques nommés Jonas, Jonah, Josiah et Joseph Jr. Pas une seule sage-femme appelée. Pas de voisins virent un docteur arriver. Et pourtant somehow word spread. Un marchand voyageur qui passa la région semaine plus tard écrivit dans une lettre. Je jure par Dieu, j'ai entendu 4 bébés pleurer en exacte unison. Même pitch, même rythme, même pause. Comme la maison elle-même pleurait. Pas un enfant, pas 4. Juste un cri divisé. Les enfants Rivière ne furent jamais enregistrés avec l'État. Pas de registres écoles, pas de photographies. Et après 1803, personne ne vit les parents à nouveau non plus. Pendant 3 ans, la maison sat en isolation. Pas de fumée de cheminée, pas de lumières aux fenêtres jusqu'en 1806 quand le shérif, pressé par loi d'État, fit une visite welfare unannounced. Il ne filed pas de rapport, mais son député qui attendit par le chariot, prétendit que le shérif sortit après 11 minutes, pâle et saignant d'une oreille, et dit seulement « Ils ont fait la paix avec ça ». Pas de visite further tentée, mais odd rapport surfacèrent sur la décennie suivante. Bétail manquant de ferme nearby, os d'animaux trouvés arrangés en pattern précis au bord de la propriété des Rivières. Un facteur qui quitta sa route après prétendre avoir entendu des voix dedans la boîte aux lettres. En 1813, une violente tempête de foudre frappa la région. Quand voisins finally ventured out le jour suivant, ils trouvèrent la maison Rivière collapsed sur elle-même comme pulled downward. Les Rivières furent présumed morts. Mais la vérité se défie en 1864, quand développeurs tentèrent de build un silo à grains sur les ruines. Pendant excavation du basement, workers trouvèrent une pièce not marked sur any blueprint. Pas de fenêtre, pas de porte, juste un sol de pierre et 4 chaises taille d'enfants identiques carved de ce qui appear d'être os et dents. Chaque chaise faced inward vers le centre où un petit drain circulaire satin le béton, around the edge de ce drain carved in rough French. Chanter pour rester, arrêter pour affamer. Mais ce n'était pas juste la pièce. Comme construction continued, engineers discovered that beneath la maison était une cavité hollow 15 ft deep et 40 ft wide. Elle était remplie de cheveux humains, la plupart childlike en couleur et texture. Intertwined dans les cheveux étaient marionnettes strings, connected à rotting wood hand puppets de 4 garçons identiques. Les visages des puppets étaient eerily réalistes avec yeux de verre et bouches sewn shut avec wire de pêche. Testing revealed pas de traces de résine, glue ou cire sur les puppets. Ils étaient composed entirely de tissus organiques. Puis vint la découverte la plus disturbing. Inside les murs de ce qui avait été le living room, hidden behind wood paneling, étaient growth chambers, each about the size d'un child's body, lined avec un wet fibrous mesh de vin-like tissu. Dans une chambre, workers trouvèrent une masse calcifiée hardened, le squelette d'un jeune garçon fused into the wall. Une autopsie détermina qu'il n'avait pas de mâchoire. Elle n'avait jamais formé. Au lieu, il y avait une opening dans le lower face, not unlike a vocal sac, as seen in some frogs. It was built to amplify sound, not eat or speak. La note finale du coroner lisait « Je ne pense pas que c'était un birth defect. Je pense que c'était une adaptation. » À quoi? Cela resta unclear jusqu'à ce qu'un des lead engineers, in a fit d'obsession, began sleeping at the site. Après 2 nuits, il awoke couvert de fingerprints d'enfants sur son back, neck et ankle. Pas d'enfants had been present. Il fut trouvé mort la 3e nuit. Son visage était stretched into a permanent scream, jaws broken outward as if quelque chose had tried to pull sound out of him like a rope. Taped to the back de son clipboard était une note. La maison n'était pas hantée. Elle se nourrissait. Il chantait pour garder les yeux. Tired asleep, mais c'est fame again. Et il n'y a plus de garçon Rivière pour chanter. Le site fut enterré again en 1765, officially condemned, unofficially referred to in internal state memos as the self-harmonizing Biosea Acoustic Containment Zone. Même maintenant, hikers qui straient trop close au field semblaient rapportent odd things, hearing their own voice echoing back with a 5-second delay, feeling quelque chose pressing against the inside de leur throat quand ils try to hum.
Et worst of all, dreams de 4 garçons sitting in chairs asking you to sing for them forever. 1753, paroisse Saint-Landry, Provence. L'air d'août était thick with death. Moustiques bit through skin and spirit. Les fields once vibrant with cotton now wilted in silence. Et au heart de tout, la maison des Quoi, une plantation ruinée par une famille once known for their opulence, beauty et cruelty. Mais après la birth de leur fille, Élise de Quoi, nothing about the estate would ever be opulent again. Clèse fut née just before midnight on 28 août under an eclipsed moon, during what the midwife described as a twined labor. 2 enfants émerged, Élise et Étienne, her twin brother. Étienne fut declared stillborn, pale, silent, unmoving, mais la mère Céleste refusa de le bury for 3 jours. Elle claimed qu'il était still thinking. When le staff finally buried the boy, Elle began to scream non-stop for hours, only stopping when Étienne's coffin fut disinterred and placed near her crib. From that moment, Élise changed.